Coucou, il fait 35 degrés dans le studio, si vous voyez des gouttes tout au long de l'HVF, c'est normal. Août 1982, Gareth et Janet Johnson sont en vacances avec leur famille dans un parc naturel canadien. D'un coup, des coups de feu éclatent en pleine nuit alors que les autres membres de la famille sont autour d'un feu. Les filles entendent des hurlements, puis plus rien. Tout ce qu'elles remarquent, c'est qu'un homme semble s'approcher de leur tente. Cette nuit-là, Karen et Janet se volatilisent. Pendant longtemps, les autorités canadiennes vont croire qu'elles ont été abattues en même temps que leur famille, surtout au vu de la découverte macabre qui va être faite le mois suivant. Dans cet HVF, vous verrez que la vérité derrière toute cette affaire ne sera révélée que dans la dernière partie, parce que, c'est l'affaire en elle-même qui veut ça, et j'ai pas envie de tout vous révéler tout de suite. Alors installez-vous et bienvenue pour une nouvelle HVF. Notre histoire prend place aujourd'hui à l'ouest du Canada, en Colombie-Britannique, qui est une province qui pèse quand même pas mal au pays du sirop d'érable, puisqu'elle est la 3e plus peuplée du pays, avec 5,2 millions d'habitants. Et en Colombie-Britannique, on y trouve le parc provincial Wells Gray, magnifique parc dans lequel on peut trouver des cascades, des lacs, des forêts, des montagnes, un endroit parfait pour se ressourcer cet été. C'est donc tout naturellement que la famille Johnson a décidé d'y partir en vacances. Quelle merveilleuse idée! Les Johnson, ils sont 6 au moment des faits. Il y a Bob, 44 ans, marié à Jackie, 41 ans, avec qui il a eu 2 filles, Janet, 13 ans, et Karen, 11 ans. Les Johnson, ils adorent le camping et la nature, ça leur vient des grands-parents qui les accompagnent d'ailleurs pour ces petites vacances avec leur camping-car flambant neuf, George, 66 ans, et Edith, 59 ans. Les deux sont à la retraite et adorent passer du temps avec leurs 2 petites filles. Ils ont donc proposé d'organiser une semaine complète au parc Wells Gray. Leur camping-car peut accueillir 4 personnes adultes, donc c'est parfait. Janet et Karen dormiront dans une tente. Le parc fait 5415 km², donc c'est immense et sur toute une semaine de vacances, on voit jamais les mêmes paysages. Même si là, la famille, le paysage qu'elle va voir, c'est surtout un taré qui débarque au milieu de nulle part avec un fusil qui se met à tirer partout avant de les enfermer dans une cabane. Mais on n'y est pas encore. Le lundi 11 août 1982, c'est le grand départ pour la famille. Bob et Jackie, Janet et Karen prennent place à bord de la voiture familiale, la Plymouth Caravelle, pour rejoindre les grands-parents qui les attendent au bord de leur camping-car, près de l'entrée du parc. Ils ont pour but de se rendre dans un coin isolé, nommé Fage Creek, à 18 km au sud de l'entrée de Wells Gray, pour ne pas être dérangés par tous les touristes qui envahissent le parc à cette période de l'année. La famille entre donc dans le parc naturel, puis se volatilise. Plus aucune trace, pas d'appel téléphonique, de carte postale, rien pendant 12 jours complets jusqu'au 23 août, date à laquelle Bob devait normalement reprendre le travail à l'usine. Son patron, M. Bonnard, décide de contacter la gendarmerie royale du Canada pour signaler la disparition inquiétante de son employé, mais surtout de sa famille, puisque personne n'a revu les Johnson depuis leur départ au parc Wells Gray. Et puis Bob, il s'est jamais absenté comme ça sans raison. Et surtout, en 20 ans, il a même jamais déposé d'arrêt maladie, par exemple. Par chance, les autorités canadiennes prennent immédiatement l'affaire au sérieux. Ils découvrent que la dernière fois que la famille a donné des nouvelles à leurs proches, c'était le 6 août. Depuis, plus rien. Mais alors, qu'a-t-il bien pu arriver aux 6 membres de la famille pour que, comme ça, du jour au lendemain, ils coupent tout contact avec l'extérieur ? On peut rester comme ça longtemps, mais heureusement, j'ai la réponse. Une recherche massive est organisée dans le parc. 4 adultes, 2 adolescentes avec une voiture et un camping-car, ça peut pas disparaître comme ça. Oui et non, vu que pendant plusieurs semaines, on ne trouve rien.
On va même jusqu'à interroger le pompiste de la station-service du coin qui dit avoir bien vu la famille venir faire le plein d'essence avant d'entrer dans le parc, que tout le monde allait bien, il n'y avait pas l'air d'avoir de tension dans la famille, les filles étaient super heureuses de rejoindre leurs grands-parents pour les vacances. À l'époque, pas de téléphone portable, donc impossible de géolocaliser qui que ce soit. Et puis, le parc est immense. Si la famille complète a eu un accident en tombant dans un ravin ou dans une ancienne mine, c'est foutu pour eux le temps qu'on les retrouve. Pourtant, le 13 septembre, un promeneur du nom de Kurt Crack contacte les autorités. Il vient de tomber sur une voiture calcinée alors qu'il était parti à la chasse aux champignons dans le parc. Le véhicule est une Plymouth Caravelle, même modèle que conduisaient les Johnson. Elle est formellement identifiée une fois la plaque d'immatriculation donnée. Les enquêteurs se rendent immédiatement sur place accompagnés du sergent Mike Eastham qui dit « En marchant vers cette voiture, on pouvait la sentir. Je veux pas dire qu'on pouvait sentir la mort, mais on pouvait sentir la mort. Et tu savais juste dans quoi tu allais entrer. Oui, tu sais que tu vas regarder quelque chose que tu ne veux pas voir. » La voiture des Johnson est complètement brûlée. Les vitres ont explosé à cause de la chaleur. Les poignées de porte et les 4 pneus ont fondu. Il reste simplement la carcasse et juste sur le toit, les supports de la valise de toit utilisée par la famille pour transporter leurs habits. Mais en s'approchant d'encore plus près, les enquêteurs découvrent l'horreur. La voiture n'a pas seulement été incendiée ici en pleine forêt, elle a été brûlée avec des gens à l'intérieur puisque l'on retrouve quelques ossements sur la banquette arrière. Pas beaucoup d'après les premiers rapports. Ordre est donné d'ouvrir le coffre avec un pied de biche. Les agents s'en approchent, l'ouvrent d'un coup sec et reculent aussi vite. C'est un tas d'ossements calcinés qui est découvert avec 2 petits crânes. Les enquêteurs pensent tout de suite à Karen et Jeannette. Le sergent Eastham dira « Le spectacle que nous devions contempler était indescriptible. 2 petits squelettes, qu'il en restait. Ces 2 petits crânes nous regardaient avec leurs yeux creux. L'un d'eux avait ce qui semble être une blessure par balle au-dessus de l'un des orbites. » La première hypothèse qui vient à la tête des enquêteurs, c'est qu'au vu des ossements retrouvés, il y a bien à l'intérieur toute la famille Johnson, le père, la mère et les 2 filles. Mais alors, où sont les grands-parents? C'est George qui devient le premier suspect de l'affaire. Est-ce que le papy a pété un plomb? On va même plus loin. Est-ce qu'il a été surpris en train d'abuser de Karen ou Jeannette pour faire taire tout le monde? Il a sorti le fusil? Bon alors, heureusement pour sa réputation ou malheureusement pour lui, je sais pas trop comment me positionner, mais George, il a pris tarif comme tout le monde puisque d'après les premières analyses qui reviennent, ce sont bien 6 ADN différents, 6 corps, mais surtout 6 crânes qui sont retrouvés à l'intérieur du véhicule et identifiés grâce à leur dentition. Il manque des ossements, surtout pour les corps qui ont été placés sur la banquette arrière à cause des animaux, et c'est d'ailleurs pour ça que dans les premiers rapports, à première vue, les enquêteurs ont pensé que les corps des grands-parents n'étaient pas présents. Parce que vous imaginez bien que les 6 crânes qui ont été retrouvés dans la voiture, ils n'étaient pas posés sur la banquette arrière, tout souriants, à attendre les enquêteurs. Il a fallu regarder comme ça sous les fauteuils, dans la carcasse, pour les retrouver. L'enquête pour disparition inquiétante se transforme en un sextuple homicide. 6 vies brisées d'une famille aimée de tous et dont les proches pleurent leur départ 10 jours après l'horrible découverte lors d'une cérémonie qui est filmée dans le but de possiblement y voir un coupable. On sait que certains tueurs aiment se rendre à l'enterrement de leurs victimes. Malheureusement, rien ne ressortira. Avec la découverte des corps et des crânes qui ont été touchés par balle, un premier scénario se met en place pour les enquêteurs. Le motif principal pour la gendarmerie canadienne est sexuel et concerne Karen et Jeannette, les filles du couple Johnson. Au début de leurs vacances, les Johnson, accompagnés de leurs grands-parents, choisissent tout de suite un endroit isolé pour camper loin des touristes et être au calme. Durant les 2 premières nuits, disons, puisque pour les enquêteurs les meurtres ont été commis au début des vacances, ils se sentent observés, surtout le soir. Branches qui craquent, buissons qui bougent. Jakey ne se sent pas à l'aise. Et elle a raison puisqu'un pervers les a repérés, en particulier Jeannette et Karen. Un soir, alors qu'ils sont autour du feu, le pervers décide de passer à l'action. Il n'habite certainement pas loin du parc et peut même le traverser régulièrement. Il revient armé d'un fusil et profite de la nuit pour attaquer. Il sort du buisson, s'avance doucement vers les 4 membres de la famille. Jeannette et Karen sont partis dormir dans leur tente. C'est pour ça qu'il attaque à ce moment-là. Il les sait piéger. Le temps qu'il massacre les adultes, elles n'auront pas le temps de s'enfuir. Le
tueur prend le temps de bien observer leur réaction pendant qu'il avance doucement, s'arrête net, vise et sans un mot fait feu. Bob, Jakey, George et Edith sont tués sur le coup. Aucun d'eux n'a pu se défendre. Les coups de feu les ont tétanisés. Un seul hurlement a résonné dans la forêt, mais personne ne les a entendus. Le pervers, après le massacre, s'approche alors de la tente dans laquelle Jeannette et Karen sont prisonnières. Est-ce qu'il les garde en vie plusieurs jours, enfermés quelque part s'ils n'habitent pas loin ? On le verra plus tard. Ce dont on est sûr, c'est qu'après le massacre, les corps sont chargés un par un dans le véhicule des Johnson. Le reste, il faut le découvrir quand la voiture a-t-elle été brûlée, parce que, elle est découverte plus d'1 mois après le départ en vacances de la famille. Quel calvaire ont vécu Jeannette et Karen, puisque si le motif est sexuel, elles ont peut-être été gardées en vie pendant plusieurs semaines. Mais où ? L'enquête de la gendarmerie canadienne va vivement être critiquée par la population puisque les enquêteurs vont se concentrer sur une chose, retrouver le camping-car des grands-parents qui à ce stade n'a pas encore été découvert. Ils sont persuadés que le véhicule a été volé par le tueur et que si on le trouve, on identifie forcément le coupable. Donc peu à peu, les recherches dans le parc sont abandonnées au profit d'une enquête pour vol de camping-car qui ne donne rien. Pourtant, ils placardent des affiches partout sur les magasins, les panneaux. On fait même reproduire un faux modèle du camping-car des grands-parents que l'on expose un peu partout à travers le pays. On affiche même à la télé un possible road trip qu'aurait pu faire le tueur à bord du camping-car. Comme toujours dans ce genre de situation, les appels de témoins s'enchaînent. L'un d'eux, situé à 12 heures de route du parc dans la province de Saskatchewan, va être pris au sérieux. Il dit avoir vu le camping-car avec 2 hommes à l'intérieur, décrits comme ayant une vingtaine d'années, mal habillés, avec des longs cheveux, parlant français, l'un blond, l'autre aux cheveux noirs. Les portraits robots sont diffusés partout. Tout ça pour qu'en octobre 1983, plus d'1 an après les faits, un garde forestier qui habite au fin fond du parc et qui regarde pas trop la télé, lui il préfère la nature, découvre qu'on recherche un camping-car. Il contacte donc les autorités pour leur dire « Je sais où il est moi le camping-car, il est pas loin là, en haut d'une espèce de petite montagne au milieu du parc, et puis il est brûlé. » Plus d'1 an après les faits, je le rappelle. Le camping-car des grands-parents n'a jamais été volé. Il a lui aussi été brûlé dans le parc à moins de 30 km de là où a été retrouvée la voiture de la famille Johnson. L'enquête repart donc de zéro, mais un nouvel élément s'ajoute au dossier. Le chemin forestier dans lequel le véhicule a été abandonné n'a pas été choisi au hasard. C'est un endroit reculé où aucun touriste ne va jamais. Celui qui a commis le massacre vit forcément dans la région et connaît bien le parc. Les taux se resserrent, l'enquête se focalise sur les petites villes et hameaux autour du parc Wellsgray qui compte jamais plus de 1000 habitants. Donc si l'un d'eux a eu un comportement étrange dans le courant de l'année, ça va forcément ressortir. Alors oui, ça va ressortir et vous allez voir qu'on est encore tombé sur le débile du coin. Le parfait suspect. En commençant leur enquête dans les alentours du parc Wellsgray, les autorités canadiennes, dont le sergent Eastham, vont rapidement apprendre d'une femme qui vit d'ailleurs pas très loin du lieu du massacre qu'un homme nommé David Shearing a cherché l'année dernière à changer l'immatriculation d'un camping-car Ford. Il voulait également réparer ou camoufler un impact de balle qu'il y avait sur la porte. Je vous l'avais dit, on n'est pas sur du Ted Bundy, mais le sergent Eastham, avant de se jeter sur David, va chercher à se renseigner sur son profil. Est-ce qu'il a le profil d'un type qui aurait pu comme ça débarquer en pleine forêt et abattre 6 personnes, dont 2 filles à peine sorties de l'enfance ? David Shearing, il a 24 ans. Il a vécu presque toute sa vie dans la ferme de son père William qui élevait du bétail. L'homme a eu 2 autres enfants qui ne sont pas importants dans notre affaire. David, il est considéré comme un élève doué, très bon en mathématiques et en mécanique. Il n'a pas beaucoup d'amis dans sa jeunesse. L'un des seuls témoignages que l'on a le concernant vient de Marvin Tremblay, qui n'a rien à voir avec mon nouveau livre Tremblay, crime au Japon, 8 histoires exclusives qui se passent au pays du soleil levant. Non, lui c'est Tremblay avec A-Y à la fin. Voilà, c'était juste pour la précision. Si vous cherchez votre lecture de l'été, c'est dispo partout.
Le sergent dit « Il s'impliquait pas beaucoup dans les activités scolaires. De temps en temps, il se présentait à un bal de l'école ou allait à un ciné-parc. J'ai entendu dire qu'il aimait beaucoup boire de la bière, mais je l'avais jamais vu avoir des ennuis quand il buvait avec moi. » En gros, David, c'est pas un type à problème. Il obtient son diplôme en 1977, vit ensuite de petits boulots, continue la mécanique, mais sa vie bascule à la mort de son père au moment où William fait une crise cardiaque. David perd son seul ami, le pilier de la famille qui l'a toujours poussé dans ses études et sa passion, la mécanique. Il quitte alors la ferme familiale et se trouve du travail à Tumbler Ridge, qui à l'époque est une toute nouvelle petite ville canadienne en pleine construction. L'État cherche de la main-d'œuvre, David est embauché, mais se met à voler des matériaux de construction pour se construire une cabane en dehors de la ville. C'est à ce moment-là qu'il commence à avoir une mauvaise fréquentation et sa toute première arrestation a lieu en septembre 1983, un an après le massacre, lorsqu'il est contrôlé avec des complices en pleine nuit à bord d'une camionnette bourrée d'outils volés sur un chantier du coin. Depuis ce contrôle, David doit se présenter une fois par semaine au bureau de la gendarmerie royale. Il vit d'ailleurs au moment du massacre l'année dernière dans une grande maison louée au parc Wells Grey qui se situe au milieu de toute la scène de crime. La maison est proche du lieu du massacre et des deux lieux dans lesquels ont été retrouvés les véhicules brûlés. C'est le parfait coupable. Pour pouvoir interroger David, le sergent Eastham va se renseigner sur son parcours. Il découvre qu'il y a 3 ans, en 1980, un certain Carter a été fauché le long d'une route près du parc Wells Grey. Cette même route qu'emprunte régulièrement David avec l'un de ses collègues à l'époque pour aller au boulot. Il va donc décider d'engager son interrogatoire là-dessus. Voilà, ça sort de nulle part, c'est presque un coup de bluff, mais si David a quelque chose à voir là-dedans, peut-être que ça va lui mettre un coup de pression. Le 19 novembre 1983, David Shearing est donc convoqué par le sergent Eastham. Il le connaît, le sergent, et il passe à la télé régulièrement pour donner les avancées de l'enquête. David, ça l'impressionne. Le sergent lui dit « Bon David, tu sais pourquoi on est là? Je voudrais voir une affaire avec toi, celle de la mort de David Carter, fauché sur une route en 1980. J'ai bien analysé ce qui a pu se passer et t'étais dans le coin au moment des faits. » David se redresse sur sa chaise, respire un grand coup et explique que ouais, c'est lui qui a renversé le pauvre gars. En fait, il était avec un collègue, il avait bu, il l'a pas vu sur la route, voilà, le mec est passé sur le capot, il est mort apparemment sur le coup, il a paniqué, il a décidé de se barrer et puis il a promis avec son collègue qu'aucun d'entre eux n'irait voir la justice. Bon, ok, quoi qu'il arrive, David est donc placé en état d'arrestation, mais on lui dit pas tout de suite pour pas le brusquer, parce qu'il vient quand même d'avouer un délit de fuite et un meurtre au second degré, vu qu'il a renversé un type qui est mort par la suite. Je vous l'avais dit, ça sort de nulle part. Alors j'ai cherché à expliquer un petit peu ce moment où David avoue comme ça avoir renversé un type, mais dans les divers reportages que j'ai pu regarder, ou même dans tous les articles que j'ai pu lire, ça s'explique pas vraiment. En gros, le sergent Eastham, il est juste bon dans son job. Le sergent Eastham enchaîne en disant à David qu'il aimerait aussi lui parler des meurtres de la famille Johnson au parc Wells Grey. Il demande à David « Tu vois de quoi je parle, non? Tu sais où ils ont été abattus ?» Et là, David répond que « Bah oui, ils ont même été abattus près de l'ancien terrain de camping de Bear Creek. » Grosse erreur, puisque l'information n'est jamais parue dans les médias. Je vous ai dit au début de cet HVF que la famille avait été s'installer dans le coin de Fage Creek. C'est vrai, mais c'est un endroit général du parc Wells Grey. Jamais dans les médias canadiens, il n'a été dit que la famille a été abattue dans un ancien terrain de camping de Bear Creek, très exactement. Et là, dans la salle d'interrogatoire, il y a un blanc. David se rend compte de son erreur et se met à chialer. L'horrible confession. Mis sous pression, pris au piège, David se met à raconter l'horreur qu'il a fait vivre à la famille. Alors, je vous laisse avec ses aveux, on y reviendra, vous verrez. David explique qu'un soir d'août 1982, il ne sait plus lequel exactement, il repère la voiture et le camping-car de la famille. Ça l'intrigue, la zone où ils sont posés pour camper est normalement inconnue des voyageurs, donc il veut voir d'où viennent ces gens. En pleine nuit, il vient à leur campement, caché derrière les buissons, il observe Bob, Jakey, Jeannette, Karen, George et Edith en train de camper en pleine nuit autour d'un feu. Sauf qu'il fait du bruit et quelqu'un le repère pour ne pas faire d'histoire.
soir, il part discrètement à travers la forêt puis rentre chez lui. Ayant toujours nagé dans la petite délinquance, David se fait la remarque à un petit camping-car comme ça se revend bien et ça lui permettrait de se payer pas mal de choses. Alors il attend que la nuit tombe. Le lendemain, il attrape son fusil et retourne au campement. Arrivé sur place, David arme son fusil toujours en observant la famille. Il voit les 2 filles du couple partir dans leur tente, sort du buisson et commet un carnage. En pleine nuit, avec l'effet de surprise, il n'a aucun mal à abattre Bob, Jakey, George et Edith, qui tentent tant bien que mal de se protéger des coups de feu, mais sont mortellement touchés un à un. Bob le père, qui a le malheur de râler un peu trop fort dans ses derniers instants, est abattu à bout portant malgré un geste désespéré pour se protéger du tir. Alors qu'il aurait pu épargner les filles cachées dans leur tente, David décide de les abattre à leur tour. Il se dirige tranquillement vers la toile de tente, cherche un moyen de l'ouvrir pendant que Jeannette et Karen sont terrorisées à l'intérieur. Elles ont entendu les hurlements de leur mère, les coups de feu puis le silence de plomb qui s'est abattu sur le campement. D'un coup, David réussit à ouvrir la tente, passe sa tête à l'intérieur, puis son fusil. David raconte qu'après le massacre, il place les corps des 6 membres de la famille dans la voiture. Les adultes sont mis sur la banquette arrière, Karen et Jeannette sont placées dans le coffre. Après avoir volé quelques affaires à la famille, il cache la voiture en forêt et rentre chez lui. Le lendemain, il retourne sur place équipé de 15 litres d'essence, conduit la voiture là où elle sera retrouvée au début du mois de septembre et y met le feu avec les corps à l'intérieur. Pour ce qui est du camping-car, il se rend vite compte que sans papier ni document de vente, il va être difficile de l'immatriculer à son nom, puis de le revendre. Il décide donc aussi de le brûler dans le parc. Ses aveux, le sergent Eastham n'y croit pas, ou plutôt à moitié. Je veux dire, le motif du massacre d'une famille de 6 personnes, ça peut pas être juste le vol de leur camping-car. Il suffisait au pire de mettre une cagoule, de débarquer avec le fusil, de prendre les clés du camping-car et les papiers, et puis de partir le revendre à l'autre bout du pays. Non. Vous allez voir que le vrai motif du massacre de la famille Johnson est bien plus sombre qu'un simple vol de camping-car. Pourtant, dans un premier temps, David va plaider coupable pour meurtre non prémédité. Il explique que le vol a mal tourné, il a paniqué, il a massacré tout le monde. Le juge McKay, au moment de prononcer la peine, déclare « Ce prisonnier a plaidé coupable à 6 chefs de meurtre au second degré. Les faits, comme ils ressortent de sa déclaration, montrent le caractère insensé, impitoyable et le sang-froid du massacre de 6 victimes innocentes et sans défense. Massacre qui a dévasté 3 générations d'une seule famille. 2 victimes, les grands-parents, monsieur et madame Bentley, profitaient de leurs années de retraite. Monsieur et madame Johnson élevaient une famille et étaient dans la fleur de l'âge. Les 2 autres jeunes filles, l'une de 11 ans et l'autre de 13 ans, avaient toute la vie devant elles. Les victimes profitaient d'une réunion de famille et d'une excursion de camping dans l'une de nos zones sauvages lorsque ce massacre insensé a eu lieu. Les adultes étaient assis autour d'un feu de camp à la fin de journée, sans doute agréable, et les jeunes filles s'étaient retirées dans leur tente pour la nuit. Quelle tragédie! Quel gâchis et pourquoi faire? Autant que je puisse en juger, le seul motif de ce massacre était que le prisonnier convoitait leurs biens, la peine pour meurtre au 2e degré et la réclusion à perpétuité. David Shearing est condamné à une peine de prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans de prison. Et cette affaire aurait pu s'arrêter là, voilà, un massacre pour un vol de camping-car, merci d'avoir regardé cet HVF, mettez camping-car en commentaire et puis à la semaine prochaine. Mais le sergent Eastham ne va pas en rester là. Il est persuadé que David, le vrai motif du massacre, il en a honte. Alors, après sa condamnation, il va aller le voir. Le sergent Eastham va demander un entretien avec David qui va l'accepter puisque le sergent lui dit qu'il veut parler à propos de sa libération conditionnelle dans plusieurs années. Eastham, il explique à David que s'il veut que les enquêteurs appuient d'ici plusieurs années sa libération conditionnelle, il doit dire la vérité puisqu'ils savent ce qu'il a fait réellement à Karen et Jeannette. Ils ont des preuves mais ne peuvent pas lui donner. Elles ne seront dévoilées qu'au moment de l'entretien pour sa libération et tant qu'il n'avouera pas ce qu'il a fait aux petites, il ne pourra pas sortir.
C'est du bluff, les enquêteurs n'ont aucune idée de ce qu'ont pu vivre Jeannette et Karen. C'est cru à dire, désolé, mais tout ce qu'il reste des deux petites, c'est 2 crânes avec un trou chacun dans la tête et des ossements. Et pourtant, David va décider de dire la vérité. Il sait que son procès est passé, que de toute façon, il ne sera pas rejugé, et donc, s'il veut être libre un jour, autant parler. David explique pendant l'entretien qu'il a commencé à avoir des fantasmes sexuels violents à l'âge de 15 ans et qu'il en était parfois tellement préoccupé qu'il était en pilote automatique toute la journée pour ne pas faire de bêtises, jusqu'à ce mois d'août 1982, moment où il craque. Son début de scénario est toujours le même, il remarque la famille par hasard, mauvais moment, mauvais endroit. Le motif n'est bien évidemment pas le vol du camping-car, mais l'attirance qu'il ressent pour Karen et Jeannette. Cette fois, la pulsion est bien trop forte, il ne résiste pas, la famille est là, au milieu de nulle part, il ne pense qu'à ça, il en devient complètement obsédé. Le scénario du massacre reste donc à peu près le même. David observe, part, puis revient armé. Là, il massacre tout le monde, mais au lieu d'abattre Karen et Jeannette lorsqu'il se dirige vers la tente, il leur explique qu'il vient de se passer quelque chose de très grave, que leurs parents viennent d'être attaqués par un méchant, qu'il faut rester dans la tente sans faire de bruit. Pendant que David cache donc les corps dans la voiture, Jeannette et Karen attendent dans leur tente. Le pervers revient, fait sortir les deux petites, on suppose malheureusement qu'il abuse une première fois d'elle dans la tente, mais ça ne peut pas être prouvé. Traversant la forêt, les filles ne parlent pas, terrorisées par la nuit, par le cri de leur mère qu'elles ont entendu, puis les coups de feu. David sait parfaitement où il les emmène, il connaît bien le coin et sait qu'il y a une petite cabane de pêcheurs abandonnée un peu plus loin. Il demande aux filles d'entrer à l'intérieur avant de s'installer à son tour dans la cabane, de fermer la porte avec un cadenas, puis d'abuser d'elle. Jeannette et Karen vont rester plusieurs jours dans cette cabane. Jeannette y grave même ses initiales qui seront retrouvées plus tard, JJ. Sans aucun moyen de s'enfuir, terrorisées au moindre bruit, les sœurs n'osent même pas se faire remarquer lorsqu'un gardien de prison qui surveille un groupe de prisonniers près de la rivière va s'approcher de la cabane. Elles ne vont pas oser faire de bruit pour appeler à l'aide de peur que David ne vienne les abattre. Après quelques jours dans une cabane, David se décide à emmener les filles dans sa petite ferme qu'il a non loin d'ici pour être plus en sécurité. Il sait que les recherches vont certainement bientôt débuter et ne veut pas être dans le coin quand les hélicoptères et les chiens vont commencer à rechercher la famille. Il décide donc de faire sortir les filles de là. Détruites psychologiquement, elles ne tentent pas de courir dans les bois au moment où la porte de la cabane s'ouvre. Tout le motif de cette affaire est purement sexuel, puisqu'arrivés chez David, Jeannette et Karen revivent encore et encore le même calvaire jusqu'à la fin du mois d'août, moment où David comprend qu'il ne va pas pouvoir garder plus longtemps les filles en vie. La première à être emmenée en forêt, c'est Karen pendant que sa sœur est enfermée dans une pièce de la ferme. Après une petite centaine de mètres parcourus, David demande à Karen de s'arrêter. Il arme son pistolet, vise. Il ramène son corps pour le mettre dans la voiture qu'il a volée au moment du massacre, puis va chercher Jeannette qui comprend tout de suite qu'il est arrivé quelque chose à sa sœur. Elle a entendu le coup de feu, mais est emmenée de force à son tour dans la forêt. C'est seulement après ça que David part brûler la voiture de la famille et c'est pour ça qu'elle n'est découverte qu'un mois quasiment après les faits. Il tente ensuite de mettre le camping-car à son nom, n'y arrive pas et le brûle également. Aujourd'hui, David Shearing a changé de nom de famille, il a pris celui de sa mère, Ennis, pour passer incognito en prison. Il a demandé une libération conditionnelle en septembre 2008, mais la Commission nationale des libérations conditionnelles a jugé qu'il représentait toujours un danger pour les autres et n'était pas prêt à retrouver la liberté en raison de ses fantasmes sexuels violents. En 2021, la libération conditionnelle de David Shearing a de nouveau été refusée et à ce jour, il est toujours incarcéré. Les proches de Bob, Jakey, Jeannette, Karen, George et Edith savent qu'un jour, David sortira de prison pour cause de vieillesse ou de maladie, mais ils espèrent plus que tout qu'il meure en cellule. Je cite les dires d'un cousin de la famille. « Sa mort est le seul moyen d'avancer. » On ne saura jamais très exactement ce qu'a pu faire subir David à Jeannette et Karen, mais ce dont on est sûr, c'est que durant les derniers jours de leur courte vie, les sœurs ont vécu l'enfer. Si vous avez regardé Stage jusqu'au bout, mettez camping en commentaire. J'espère que cette histoire, malgré l'horreur des faits,
vous aura plu. Je vous rappelle que mon tout nouveau livre Trembler, Crime au Japon est disponible partout. Donc voilà, si vous cherchez votre lecture de cet été, on a à l'intérieur 8 histoires japonaises exclusives qui ne sont jamais sorties sur la chaîne, de l'enlèvement, du tueur en série, du meurtre, bref, des HVF en version livre, avec comme toujours des illustrations à l'intérieur, des petits encadrés pour en apprendre plus sur le système nippon. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Si vous cherchez quoi lire cet été, le livre est là pour vous. C'est Max Guys, n'oubliez pas le pouce bleu de vous abonner. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. J'espère que j'avais pas l'air trop fatigué parce que là il doit faire à peu près 35 dans les combles où je tourne, donc je suis à rincer. À la semaine prochaine et puis